la France et l'Allemagne ennemis mortels. Et il ne faut pas oublier que la France et l'Allemagne sortent du même ensemble étatique qui est l'Empire carolingien. Il ne faut pas oublier que les chefs d'État carolingiens, les chefs francs, notamment à l'époque mérovingienne, étaient tous d'origine germanique. Mais quand l'Empire carolingien a été mis en place, bon, ça n'a tenu que 40 ans, après ils sont divisés au moment de l'héritage, quand le fils de Charlemagne est mort. En 843, on a se retrouvé avec une Francie orientale et une Francie occidentale, et une Lotharingie qui elle va vite disparaître. Cette Francie occidentale va devenir la France, et cette Francie orientale va devenir le Saint-Empire germanique, qui est la première incarnation vraiment d'une Allemagne. Donc cette Saint-Empire germanique va au départ servir de tuteur. De toute façon, l'empereur est couronné par le pape, et le roi de France n'est pas assez puissant pour faire valoir ses prérogatives. Mais après, progressivement, la France va gagner en puissance et va infliger déjà une première raclée à nos amis allemands par la bataille de Bouvines. Très intéressant à voir. À un moment, le mec il a mouillé la chemise, le roi il est descendu son canasson, il a sorti l'épée et il a commencé à trucider du cheleu. Après, bon, il y a la guerre des 30 ans où la France va rentrer un petit peu dans le jeu politique allemand, puis la défaite de 1806 qui met définitivement fin à cette Saint-Empire germanique. L'Allemagne va se reconstituer unifiée durant le Deuxième Reich, unifiée sous le Deutsche, le Second Empire de Napoléon III. En 1871, l'unification est terminée par la victoire contre la France lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Donc là déjà tu vois, les mecs ils sont déjà unifiés sous notre dos déjà. Et après l'Allemagne de 1870 à 1945 va toujours détester la France et on va se prendre leur impérialisme dans la gueule, leur volonté de puissance qui doit se faire sous le dos de la France. Parce que déjà en 1914, la Première Guerre mondiale, c'est parce que les Allemands veulent niquer la France par rapport à leur empire colonial, par rapport à leur puissance économique. En 1939, c'est la revanche de 1914. Et là, tu vas me dire, bon, après la Seconde Guerre mondiale, on a fait la paix. Que nenni! L'Allemagne a toujours cherché, dans le cadre de l'Union européenne, à nous nuire. Petit impact, 1 euro égale 655 francs français. 1 euro égale 1 Deutschmark. Tu vois, les mecs, dès qu'ils ont prévu l'euro, ils ont déjà prévu de nous baiser. Ils ont tout fait pour nous baiser notre industrie. Ils ont tout fait. Beaucoup de lois européennes ont été faites et elles doivent être au détriment de la France. Et la France, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait oui, messieurs. Elle a toujours cherché à nous emmerder. On a toujours eu l'Allemagne dans nos pattes. Parce que l'Allemagne a toujours est le pays le plus riche de l'Europe, donc vu que c'est toi le plus riche, vu que c'est toi qui allonge le plus les billets, c'est toi qui décide. La France n'étant pas la première puissance, elle décide moins, donc les décisions sont pas en sa faveur. Donc voilà, la France et l'Allemagne sont des ennemis héréditaires, et dès que l'Allemagne peut faire chier les Français dans le cadre de la construction européenne, ça marche tout seul. Nord Stream 2, par exemple, quand ils ont voulu faire des gazoducs avec les Russes, quand ils ont essayé de faire passer à l'Union européenne par les Grünen des lois contre le nucléaire, qui sait que ça a impacté, le pays qui a le plus gros secteur du nucléaire, les Verts allemands ont fait passer des lois contre le nucléaire, qui sait que ça fait baiser les Français. Voilà. Et j'en ai encore plein d'exemples à vous définir le nombre de fois où les Allemands nous ont fait chier et nous font toujours chier. Dans les années 60, De Gaulle essaye de faire la paix avec les Allemands. Qu'est-ce que font les Allemands? Ils vont se coucher avec les Américains dans l'OTAN. Alors vous imaginez qu'on franco-allemand qui dit bon, on quitte ensemble l'OTAN en 1965 et on construit une défense européenne, ça change tout. Bah non, qu'est-ce que font les Allemands? Ils suivent les Américains. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, il y a un lobby pro-européen et un lobby pro-atlantiste. Ils marchent souvent main dans la main, parce que dans les deux cas ils sont gagnants, mais des fois ils arrivent à s'opposer. Alors aujourd'hui, une petite réflexion concernant le souverainisme. Si vous voulez avoir un État viable d'un point de vue économique, social et politique, il faut être souverain, mais pleinement souverain. Et c'est un des problèmes des États aujourd'hui en Europe. Pourquoi les États européens sont en déclin? Parce qu'ils ne sont plus souverains.
ils se sont dilués dans une structure supranationale qui est l'Europe, et ça pose énormément de problèmes. En effet, un État souverain gère sa monnaie. Il a sa monnaie, une bas monnaie, il gère sa monnaie, c'est le directeur, il gère avec sa banque centrale et tout. Après, ça peut avoir un inconvénient si c'est mal géré, mais c'est mieux qu'une monnaie supranationale. Parce que l'énorme problème d'une monnaie supranationale, c'est que tu as 5 pays pour la même monnaie. Et c'est très difficile d'avoir 5 pays avec un niveau égal. 5 pays qui sont impactés de la même manière s'il y a une crise économique. D'un point de vue politique, un État souverain, c'est un État qui impose ses règles à lui-même et qui ne se les fait pas imposer par l'étranger. Parce que s'il se les fait imposer par l'étranger, des fois ces règles ne peuvent ne pas être adaptées. Culturellement, il produit de la norme culturelle. Il produit ses propres normes culturelles. Ce qui lui évite d'acheter au kilomètre carré de la culture dans d'autres pays, et que ces autres pays servent un peu de phare, qui éblouit les autres pays, qui servent de modèle. Non, tu es ton propre modèle parce que tu produis ton truc. C'est l'indépendance sur les sujets des ressources essentielles de l'État. Ça évite de dépendre de quelqu'un, parce qu'une fois que tu dépends de quelqu'un, c'est lui qui fait la règle. C'est simple, un État, c'est comme un être humain. Si à un moment tu vis chez quelqu'un et que cette personne te fait bouffer, cette personne a le droit de te dire qu'est-ce que tu dois faire. Si tu vis chez lui, donc tu dois accepter ses règles. Le fait aussi d'avoir un personnel politique souverain qui travaille pour l'État, qui ne travaille pas pour l'étranger, qui ne souhaite pas une xénocratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'étranger. Après, il faut nuancer. Un État fort, oui, mais pas un État impérialiste. Parce que l'impérialisme n'a rien de bon. L'impérialisme, ça finit toujours mal, avec des courants anti-impérialistes qui vont attendre la première occasion pour te refaire l'anus. Le courant et l'impérialisme n'est jamais bon, parce que à un moment tu peux être sur un impérialisme assez sympa, soft power, mais à un moment ça dégénère. Parce que l'appétit de l'homme concernant les ressources est toujours là. L'appétit, l'avidité de l'argent et tout ça, l'homme l'a toujours. Et ça part toujours en couille, l'impérialisme. Ça part toujours en couille. Et surtout quand il devient finissant, parce que les États impérialistes ne remarquent jamais que leur impérialisme est en train de mourir. Et donc ils s'accrochent aux branches. Et ça donne des impérialismes finissants, comme la France en Afrique actuellement, comme l'URSS dans les années 80, comme les États-Unis aujourd'hui au Moyen-Orient. Ça donne des vieilles putains qui s'accrochent à leur gloire passée, quoi. Donc voilà. Donc il faut du souverainisme sans de l'impérialisme. De toute façon, si tu es souverain, tu produis tes normes culturelles. Donc tu feras de l'impérialisme sans le vouloir, parce que ton modèle culturel va être pris, va être regardé, va être jugé pour ça, va être pris comme modèle, comme exemple. Voilà. Et après, bon, oui, il peut y avoir des organisations supranationales, mais ce serait de la coopération gagnant-gagnant. Des échanges gagnant-gagnant. Voilà. C'est-à-dire qu'on définit peut-être un cadre de normalisation pour faciliter les échanges, des cadres de normalisation, c'est-à-dire on normalise les trucs, on évite d'avoir de trop gros écarts. Après, il faut que ce soit flexible et adaptable à la situation mondiale et à la situation de chaque État. Alors, là je vais faire encore une vidéo concept où je vais vous parler de 3 concepts importants. Le premier concept est le concept de démocratie. Alors, faire toujours un petit peu de linguistique, hein. C'est toujours très important de faire de la linguistique. Cratie, c'est le pouvoir, xéno, c'est l'étranger, c'est-à-dire le pouvoir de l'étranger. Alors cette notion est très importante pour comprendre la politique moderne, parce que ce soit en Europe ou en Afrique, nous avons des régimes xénocrates, c'est-à-dire le pouvoir de l'étranger. Dans la simple et bonne raison que nous avons des puissances étrangères qui interfèrent dans des États qui ne sont plus souverains pour imposer leurs décisions. Dans le cadre de l'Union Européenne, c'est l'Union Européenne, hein. Les pays membres de l'Union Européenne, c'est l'Union Européenne, avec tous ces technocrates qui imposent leurs lois, la Banque Centrale Européenne, qui avec l'euro, celle qui gère la monnaie, et avec tous les accords qu'ils ont signés, notamment sur l'immigration, espace Schengen, mes couilles sur la commode.
la xénocratie pose un problème parce que c'est le pouvoir de l'étranger. En Afrique, bon, bah, c'est tout ce qui est lié avec le franc CFA, tout ce qui est aide au développement et tout ce qui est impérialisme économique. Donc oui, la xénocratie pose problème parce que l'étranger, s'il vient gérer chez toi, il ne va pas gérer pour ton bon intérêt. Au départ, si, il va tenter, il va te donner l'illusion, mais progressivement, vu que ce régime est détenu par des hommes et que les hommes sont faibles, ben, il va privilégier ses intérêts ou les intérêts du groupe au lieu de tes intérêts à toi. C'est-à-dire, par exemple, la Grèce, elle a pu crever la gueule ouverte au milieu des années 2010 par intérêt du groupe pour sauver la monnaie euro. Et ils leur ont mis des plans de relance, c'est pour ça qu'il y a des accidents de train en Grèce par exemple, parce que le système ferroviaire est foncé du cul à cause de la rigueur financière. En Afrique c'est pareil, quoi. La dévaluation du franc CFA, c'était pour sauver le groupe franc CFA, ça a niqué les États. L'autre concept, c'est l'extraterritorialité du droit américain. En gros, c'est simple. Google, Facebook, YouTube imposent leurs lois, leurs règles partout dans le monde. Et dans beaucoup d'entreprises le font, beaucoup d'entreprises américaines. Par exemple, YouTube peut te supprimer ta vidéo pour droit d'auteur. Ça, c'est le droit américain. Après, dans le droit français, il y a un truc qui s'appelle le droit à la citation et le droit à la parodie. Ça n'est pas reconnu par YouTube. Et beaucoup d'entreprises américaines font ça et elles ont le droit de faire un petit peu, d'appliquer les règles américaines. Il suffit que tu tombes sur des règles, parce que comme chaque État des États-Unis n'a pas les mêmes règles, c'est bon, ils font ce qu'ils veulent. Et il faut qu'ils respectent leur loi et pas la loi du pays dans lequel ils taffent. Et ça pose énormément de problèmes. Parce que les lois de Los Angeles sont prévues pour Los Angeles, pour les habitants de Los Angeles. Elles n'ont pas à s'appliquer en France, elles n'ont pas à s'appliquer ailleurs dans le monde. Et c'est ce qui donne un avantage déloyal parce qu'aucune autre entreprise de n'importe quel autre pays n'a pas ces droits-là. Même les entreprises africaines, même françaises en Afrique, essayent un minimum de respecter le droit local. Si elles ont des laissés-passer, je pense. Dernier concept que je voudrais vous parler, c'est la gérontocratie. Alors, Géron, le vieux, cratie, le pouvoir des vieux. Alors là, ça c'est quelque chose qui arrive en Afrique, notamment avec des mecs comme Paul Biya, Sassou Nguesso, voilà, des mecs, Ouattara, c'est des mecs qui commencent à avoir des kilomètres au compteur, quoi. Ça arrive aussi aux États-Unis, parce que les grandes chances que l'élection se joue entre Biden et Trump, des mecs qui ont connu la guerre froide et qui ont été qui auraient pu prendre dans leurs bras Leonardo DiCaprio quand il était bébé, quoi, en étant des adultes responsables. Bon, pour Biden, il aurait pu faire autre chose, mais ça c'est une autre histoire. Ça, ceci, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le vieux est fatigué, le vieux a une conception passéiste de la politique, et le vieux n'a plus la force et l'énergie, surtout pour tenir une première puissance mondiale, ou tenir des pays jeunes. Imaginez que la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Congo, les mecs, votre population est hyper jeune. Vous n'avez pas la force pour les tenir. Et c'est vraiment dommage. Et en plus, ils s'accrochent au pouvoir. Donc ça, c'est double peine pour la population. Et à la force d'être dirigés comme des vieux, on pense comme des vieux et on se comporte comme des vieux. Accessoirement des vieux cons. Et ça pose énormément de problèmes aux États parce qu'après, il faut aller rajeunir tout ça et c'est pas facile.